Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, Sénat 360, votre nouveau rendez-vous d'information parlementaire. Voici les titres. Les avocats en grève contre l'aide juridictionnelle. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, va être auditionnée cet après-midi au Sénat. Ce matin, devant les sénateurs socialistes, elle a refusé de modifier sa réforme, dénonçant un système à bout de souffle. Vous l'entendrez dans un instant. La Turquie, partenaire incontournable de l'Union européenne pour l'accueil des migrants, Ankara exige en contrepartie une relance du processus d'adhésion à l'Europe. Pour Manuel Valls, cela reste, je cite, une perspective de long terme qui devra, le moment venu, être approuvée par le peuple français. La grève des avocats, les politiques migratoires européennes et l'adhésion de la Turquie à l'Europe, autant de thèmes qui vont être abordés lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du Sénat. C'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans un instant. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos deux journalistes en duplex, Saveria Rojek en direct de l'hémicycle et Mickaël Zamès dans la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on ouvre le multiplex de Sénat 360 avec Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences à 15 minutes du début de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Mickaël, vous êtes avec votre premier invité, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, alors qu'une proposition de loi pour protéger les sportifs de haut niveau sera débattue demain au Sénat. Absolument, une petite quinzaine de minutes avant les questions d'actu. Thierry Braillard, proposition de loi qui arrive demain au Sénat. Il faut protéger les sportifs. Est-ce à dire qu'ils sont plus précaires que certains ? C'est surtout que le grand public a une vraie méconnaissance du fait que les sportifs de haut niveau n'ont pas de statut ni social, ni en protection sociale, et que par cette proposition de loi d'essence parlementaire, nous allons renforcer leur statut et leur protection principalement. Alors ça, on parle de sécurité sociale, par exemple. Quand un sportif se blesse, il faut l'aider financièrement, comme les autres en fait. Non, il faut par exemple savoir que lorsqu'un sportif de haut niveau se blesse gravement, il n'est pas pris en compte par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux s'inscrivent à des études uniquement pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale étudiante. C'est ça le quotidien d'une très bonne majorité, d'une grande majorité des sportifs de haut niveau. On est très très loin de l'image des bolides rotilants et des affaires et des publicités. Là, c'est le sportif de haut niveau. On le répète, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des sportifs de haut niveau, mais qui se retrouvent dans une certaine précarité qu'il faut aider. Et dans votre question, il y a, j'allais dire, la langue qui fourche, si vous m'excusez, et ce ne sont pas les amateurs, d'accord, mais ce ne sont pas des professionnels. Et ce sont des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, qui les week-ends dans des compétitions, et donc ils sont sans statut. Et en plus, quand je vous aurais dit que 60% d'entre eux vivent avec des revenus qui sont en deçà du seuil de pauvreté, vous me direz non, c'est pas normal, on ne le savait pas. C'est la réalité. Et j'allais dire, ils méritent mieux que simplement tous les 4 ans, lors des Jeux Olympiques, on s'exclame, on les applaudisse, on les met en valeur, alors qu'ils ont leur quotidien qui est cette réalité-là. Vous avez lancé la semaine dernière la grande conférence du sport français. Où en est-on très exactement aujourd'hui de ce sport français qui a l'air d'une part de plutôt bien se porter, mais quand on regarde et qu'on gratte un petit peu, c'est un petit peu à la dérive de temps en temps. C'est un peu les questions qu'on pose à travers la grande conférence sur le sport professionnel, qui là aussi, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a un bon rapport qui avait été fait par Michel Savin et Stéphane Mazars, 2 sénateurs, sur sport professionnel et collectivités locales, qui va nous servir d'ailleurs dans cette grande conférence. Il y a plein d'autres questions, les relations entre ligue et fédération. Vous voyez que dans le rugby, ces jours-ci, on en parle. La question du sport professionnel féminin, qui est un vrai sujet aussi. Donc tout cela, c'est dans cette grande conférence dont les résultats seront donnés au mois de mars. Par contre, j'attends vraiment que demain, lors de l'examen de cette proposition de loi au Sénat, les choses se passent bien. Ça commence pas mal. Nous avons une niche, déjà pas mal. Comme on dit, une niche, c'est-à-dire que c'est un temps réservé au groupe socialiste avec un rapporteur qui est de l'UMP. Avouez quand même que le sport fait parfois, dans cette maison, faire passer les intérêts partisans bien au-delà. 2 petites questions d'actualité. La première sur le rugby. On a compris pourquoi il y avait eu ce désastre pendant la Coupe du Monde ? Il y a de multiples raisons. On va laisser maintenant les instances du rugby réfléchir entre elles. Moi, j'en ai donné une qui m'apparaît
très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a un championnat français qui est peut-être le meilleur du monde, avec un nombre de joueurs étrangers extrêmement important. Il ne faudrait pas que nos jeunes Français regardent toujours les matchs dans les tribunes et qu'ensuite, quand ils sont sur le terrain, on leur demande d'être au même niveau que les autres. Dernière question, Michel Platini a vu ce matin, dans l'exercice de la FIFA, en tout cas sa proposition pour devenir président de cette instance. On va dire que c'est gelé pour l'instant. La FIFA ne se prononcera pas pour l'instant sur la candidature de Michel Platini. On sait que vous le soutenez. Est-ce qu'il est encore le candidat qui peut encore gagner de la part du sport français, ou est-ce qu'il faut trouver quelqu'un de compromis? On n'est pas dans le compromis. On a quelqu'un en qui je crois à son honnêteté, en sa probité, qui est déterminé à être candidat. Il a incontestablement des barrières à passer, des obstacles à franchir, des obstacles qui sont soit objectifs, soit subjectifs. Je les trouve plutôt subjectifs. Là maintenant, c'est de son ressort. En tout cas, dans ce qu'il a pu dire hier ou encore aujourd'hui, je crois que ça n'entache pas sa détermination à briguer cette présidence. La France le soutient toujours. Oui, parce que j'allais dire, à ce jour, aucune enquête pénale est ouverte contre Michel Platini. Et je crois qu'il y a un principe comme la présomption d'innocence qui s'applique en l'espèce. Et puis il a tellement donné et fait pour l'UEFA qu'il pourrait très bien faire pour la FIFA. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Delphine, on se retrouve dans quelques minutes avec un autre invité. Merci beaucoup, Mickaël. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Alors, la séance de questions d'actualité au gouvernement va débuter dans un instant. Saveria, une actualité dominée par la crise migratoire en Europe. Oui, vous le disiez, Delphine. Manuel Valls vient tout juste de répondre à l'Assemblée nationale à une question justement sur cette crise migratoire européenne et sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il devrait être interrogé également ici au Sénat par le sénateur Bruno Retailleau. Manuel Valls qui vient de déclarer que la solution de cette crise migratoire passe avant tout par un règlement du problème syrien. Quant à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il a évoqué à demi-mot l'idée d'un référendum en France. Autre thème pour ces questions d'actualité, la justice, avec deux questions de Jacques Mézard pour le RDSE et de Jacques Bigot pour le PS sur l'aide juridictionnelle. Les avocats sont en grève depuis la semaine dernière. Ils protestent contre la réforme de cette aide juridictionnelle et dénoncent un passage en force du gouvernement. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, devrait également répondre à une question du sénateur FN David Rachnil sur le système judiciaire. Le sénateur dénonce ce qu'il appelle le laxisme de la justice. La garde des Sceaux sera justement auditionnée sur son projet de loi justice pour le 21e siècle par la commission des lois du Sénat, aujourd'hui à 17h45. Enfin, Marie-Christine Blandin, pour les écologistes, va poser une question sur l'abattoir d'Alès. Après les images montrant des animaux encore vivants au moment de la découpe, l'abattoir a été fermé temporairement. La sénatrice va interpeller le gouvernement sur la cruauté animale. Merci beaucoup, Saveria. On poursuit notre multiplex, toujours en direct. On retrouve Mickaël Zamès, salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur Ronan Dantec, sénateur Europe Écologie Les Verts. Eh bien, on va peut-être savoir cet après-midi s'il y aura toujours un groupe parlementaire vert au Sénat. C'est la première question que je vais lui poser. Y a-t-il toujours un groupe ou pas, Ronan Dantec? Il y a un groupe, mais là, maintenant, il faut le dire, il est extrêmement menacé. Je crois qu'il y avait une volonté de l'ensemble des sénateurs écologistes de trouver une solution, de maintenir un groupe écologiste. Mais il y a aussi des lignes rouges. Tout le monde comprend bien que le président de l'UDE aujourd'hui ne peut pas être le président du groupe écologiste, avec dans ce groupe écologiste énormément de sénateurs Europe Écologie Les Verts, avec un président qui ne soutient pas les listes Europe Écologie. Donc Jean-Vincent Placé ne veut pas bouger, situation de blocage. Nous maintenant on est très clair, si on ne trouve pas de solution dans les 2 semaines, eh bien nous quitterons le groupe écologiste. Vous avez annoncé une date qui sera aux alentours du 4 novembre. Si vous partez, vous allez où? Écoutez, il y a plusieurs possibilités. Moi j'espère encore dans l'intelligence collective. Je crois que ce qu'on dit avec le soutien de l'ensemble du mouvement, à l'unanimité du Conseil fédéral samedi, c'est que c'est une situation politiquement illisible, y compris la crédibilité du groupe écologiste passe par le fait que sa parole commune, elle soit relativement consensuelle. Or aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de consensus. Donc moi je me laisse encore quelques jours. J'espère qu'on va réussir à débloquer, mais il était temps de taper un peu du poing sur la table. Vous n'avez pas répondu à ma question, donc je la repose. Vous iriez où? Écoutez, à ce stade, il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que je n'y réponds pas, parce que et justement, ces 2 semaines nous permettent aussi d'explorer l'ensemble de ces possibilités.
une parole écologiste forte et une parole Europe Écologie Les Verts forte restera au Sénat. Ça n'est pas le débat. Maintenant, est-ce que c'est dans le cadre d'un groupe écologiste ou dans le cadre d'une autre organisation? C'est ça qui sera approfondi dans les 2 semaines, sachant que nous, on reste toujours disponible pour un compromis à n'importe quel moment. Je crois que la balle, elle est un peu dans le camp de Jean-Vincent Placé et de ses soutiens. Merci beaucoup, Ronan Dantec, de ces explications. Donc pour l'instant, le groupe existe encore. On attendra donc le 4 novembre pour savoir si les 5 en question partiront de ce groupe. À tout à l'heure, Delphine. Merci, Mickaël. Effectivement, vous nous tenez au courant dès que vous avez davantage d'informations. Alors, Saveria Rojek, vous le disiez, il va être question des politiques migratoires européennes et de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est Bruno Retailleau, le chef de file ici des Républicains, qui va interpeller le gouvernement. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls a redit la position de la France vis-à-vis de la Turquie. On l'écoute. Comme l'a rappelé le chef de l'État, l'issue de ces négociations est ouverte. La question de l'adhésion turque reste une perspective de long terme qui devra, le moment venu, être approuvée par le peuple français. Donc il ne peut y avoir aucun marchandage, aucun chantage, mais la nécessité d'une aide à la Turquie. Enfin, et je vous réponds aussi très directement, Monsieur Fillon, Monsieur le Premier ministre, l'Allemagne est soumise à un défi considérable. C'est en grande partie, mais pas seulement, c'est en grande partie son choix. La France est solidaire de l'Allemagne dans ces moments. Nous n'avons pas la même approche, nous n'avons pas la même réponse, nous ne connaissons pas, par ailleurs, les mêmes circonstances d'afflux des réfugiés. Mais ici, dans cette Assemblée, et parce que c'est une constante de la politique française, j'affirme que pour avancer en Europe, et y compris pour apporter une réponse aux problèmes que vous avez soulevés, par rapport aux défis des réfugiés, mais bien sûr par rapport à d'autres défis que connaît l'Europe, la solidarité et le lien avec l'Allemagne sont indispensables. Voilà, et Saveria Rojek, vous le disiez également, il y aura 2 questions sur la grève des avocats lors de cette séance des questions d'actualité à suivre d'ici 5 minutes en direct sur notre antenne. Les avocats qui protestent contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle. Ce matin, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, était au groupe socialiste du Sénat pour présenter sa vision de la justice du 21e siècle. La ministre de la Justice campe sur sa position. Pour elle, il faut réformer l'aide juridictionnelle, un système à bout de souffle. On l'écoute au micro de Jérôme Rabier. Ça fait 3 ans que leurs représentants nationaux sont entendus et reçus, donc c'est avec les représentants nationaux que nous travaillons depuis 3 ans. Moi-même je me déplace, donc j'apporte des explications. Je constate simplement que chaque fois que j'apporte des explications, les avocats qui sont sur le terrain comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Je rappelle que l'aide juridictionnelle, le budget de l'État, c'est 405 millions d'euros. L'année dernière, c'était 375 millions d'euros. L'année d'avant, c'était 345 millions d'euros. Nous n'avons pas cessé d'augmenter l'aide juridictionnelle. Simplement, le système est à bout de souffle, c'est écrit dans des rapports depuis une dizaine d'années. Donc nous avons le courage politique de vouloir le réformer de façon à lui permettre de durer. On poursuit notre multiplex pour retrouver Mickaël Zamès avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. C'est à vous, Mickaël. Stéphane Le Foll, question dans 2 petites minutes pour vous. Une seule question pour nous. Déplacement de François Hollande à la Courneuve. Il est partout, François Hollande. Oui, il est partout, il est président de la République, il y a des sujets aujourd'hui qui concernent les Français et il doit être là aussi pour apporter à la fois des réponses, écouter et puis faire en sorte que chacun se sente à la fois écouté et entendu surtout, parce que c'est ça le sujet. Donc la Courneuve, la question de la politique de la ville, la question de la banlieue, c'est des sujets importants sur lesquels il y a besoin d'assurer après ce qui a été fait sur le monde rural, d'assurer à ce pays et au territoire de ce pays l'écoute qu'il est en droit d'attendre. Et c'est ça le rôle d'un président de la République. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct. Je sais que vous devez répondre à vos questions selon les questions d'actu qui arrivent. Delphine. Oui, Mickaël, effectivement, tout de suite, direction l'hémicycle pour cette séance de questions d'actualité. On se retrouve juste après pour analyser et décrypter les temps forts. La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Je rappelle
que le mardi, vous disposez chacun de 2 minutes, y compris la réplique. La durée de 2 minutes, donc, s'applique également à la réponse des membres du gouvernement, à l'exception de l'horloge spéciale pour le Premier ministre. Et donc, je demande à chacun de respecter aussi, par une agitation maîtrisée, pour que l'ensemble de nos collègues puissent se faire entendre. La parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame le garde des Sceaux, l'immense majorité des barreaux sont aujourd'hui en grève. Les avocats de ce pays plaident non seulement pour eux, mais pour les justiciables, et en particulier pour les justiciables qui ont le plus de difficultés. Donc ma question est simple. Quelle est la réponse que vous entendez apporter à la position prise par la quasi-totalité des barreaux et par le Conseil national des barreaux? Allez-vous maintenir les dispositions que vous avez cru devoir insérer dans le projet de loi de finances ou allez-vous modifier cette position? Pour vous répondre, la parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame la Ministre, pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Mézard. Vous évoquez l'aide juridictionnelle, vous évoquez également des dispositions prises dans la loi de finances. Vous conservez votre temps pour la réplique, je présume, parce que vous n'avez pas donné d'éléments de précision qui permettent à l'ensemble des sénatrices et sénateurs, pour les quelques-uns éventuellement, qui ne suivent pas très précisément. Je vous rappelle simplement que depuis une quinzaine d'années, et un rapport du Sénat en fait était en 2006, depuis une quinzaine d'années, les rapports établissent que le système d'aide juridictionnelle est essoufflé et qu'il est à bout de souffle et qu'il va imploser. Donc il y avait 2 possibilités, ne rien faire, ce qui a été fait quand même sur de nombreuses années, ou alors engager une réforme de courage, une réforme de progrès, une réforme de justice. Le système, l'aide juridictionnelle vise effectivement à permettre l'accès au droit et à la justice à des justiciables qui ont des revenus bas, et le plafond de ressources était d'ailleurs inférieur au seuil de pauvreté. Nous avons décidé de relever ce plafond de ressources, ce qui permet à 100 000 personnes supplémentaires d'accéder à l'aide juridictionnelle à 100%. Nous avons décidé également de relever l'unité de valeur qui n'avait pas bougé depuis 2007. Et nous avons proposé par ailleurs que ces unités de valeur qui peuvent intervenir à plusieurs, évidemment, dans toute prestation juridique, que ces unités de valeur soient encore augmentées du fait des particularités de certains territoires. Nous avons engagé cette réforme avec l'ensemble de la profession. Depuis 3 ans, nous discutons avec les représentants nationaux de la profession, c'est-à-dire le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris, ainsi que la conférence des bâtonniers. Il y a des propositions qui ont été faites par la profession. Ces propositions ont été prises en compte et c'est l'une de ces propositions de la profession qui a été insérée dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances qui viendra devant vous bientôt. Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président. Madame le garde des Sceaux, j'ai bien entendu votre réponse. Mais lorsque vous nous dites que vous avez entériné les propositions de la profession, je constate aujourd'hui que la profession, quasi unanimement, ce qui est rare, est totalement en désaccord avec votre proposition. Et j'ai cru comprendre que vous n'alliez pas changer de position. Or, je vous rappelle que j'ai commis avec notre collègue Sophie Joissains il y a quelques mois un rapport sur l'aide juridictionnelle. Qu'il n'en était tenu aucun compte par le gouvernement, chacun est responsable de ses choix. Mais ce que vous avez pris comme décision, c'est de ponctionner sur les caisses de règlement pécuniaire quelques millions d'euros, c'est-à-dire de faire payer à la profession, de faire payer à la profession une partie du fonctionnement de l'aide juridictionnelle. Vous avez eu raison de relever les plafonds, c'est une mesure sociale. Vous avez raison de modifier le montant des unités de valeur. Mais par contre, maintenir la position que vous avez prise aura des conséquences néfastes pour les justiciables et pour les avocats.
Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Marie-Christine Blandin pour le groupe écologiste. Pour 2 minutes maximum, mes chers collègues. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la semaine dernière ont été révélées des images abominables sur les techniques d'abattage employées dans l'abattoir d'Alès. Par leur cruauté, ces images ont fortement fait réagir et interrogent sur le suivi des recommandations adressées à la France. Alès n'est peut-être pas un cas isolé. En effet, en 2013, l'Office alimentaire et vétérinaire dénonçait pour les abattoirs de volailles et de lapins de graves non-conformités, des insuffisances de personnel, de formation, un manque de contrôle, une protection animale défaillante et des risques sanitaires. En avril 2015, un nouveau rapport critiquait toute la filière d'abattage, notamment en pointant l'absence des contrôles. Les réponses apportées par les autorités sont faibles au vu de la gravité des faits. D'ailleurs, dans le cas d'Alès, le 4 septembre, un contrôle sanitaire avait fait état de graves manquements. Ces actes intolérables ne doivent plus se reproduire. Il faut plus de vétérinaires présents, des infrastructures mieux adaptées afin d'éloigner des contraintes de rendement qui participent à ces actes effroyables. Je suis de celles qui pensent que le respect de la vie animale éduque aussi au respect de la vie humaine. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à ce que la législation en matière de contrôle et de sanctions soit enfin appliquée, que ce soit pour les abattoirs, mais également en matière d'élevage et de transport? La parole est à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Vous avez la parole. Désolé. Monsieur le ministre, C'est pour le bien-être. le matériel est fragile, je l'ai fait tomber un nombre incalculable de fois. Ouais. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, vous me rassurez. Je voudrais répondre, Marie-Christine Blandin, à la question qui a été posée. C'est vrai que ces images, Madame la sénatrice, c'est vrai que ces images qui ont été publiées sur Internet ont choqué, et elles ont choqué tout le monde, et le ministre compris. Je suis là pour faire respecter des règles, et des règles de bien-être animal qui sont claires, à la fois au niveau européen et aussi au niveau national. Pour faire respecter ces règles, il faut faire des contrôles. Il se trouve que, dans le cas d'espèce, cet abattoir d'Alès avait été contrôlé au début septembre et qu'il y avait un contrôle après mise en demeure qui devait être fait au mois de novembre, c'est-à-dire 2 mois après. C'est la logique de l'application des règles. À partir de là, le maire a pris une décision de fermer cet abattoir municipal. L'engagement qui doit être celui du ministre et de l'État, et vous l'avez dit, c'est de faire respecter les règles de bien-être animal, voire aussi améliorer l'ensemble des dispositions pour que ce bien-être soit respecté. Vous le souhaitez, je le souhaite. Pour ce faire, il faut contrôler et donc avoir des services vétérinaires qui sont en capacité de le faire. Je vous rappellerai, et on en a discuté ici dans les budgets que j'ai présentés chaque année, après près de 440 postes supprimés, moi j'ai stoppé la suppression des postes des services vétérinaires. C'était en 2013. En 2014, nous avons augmenté ces postes de 60. Pour le budget que vous allez voter et qui va être en débat, ça sera à nouveau 60. Et en 2017, 60. C'est près de 240 postes supplémentaires qui seront mis à la disposition des services vétérinaires, justement pour appliquer et faire respecter les règles. Et en même temps que j'applique et je fais respecter ces règles, je souhaite aussi voir si on peut améliorer les choses. Il y aura, et je l'ai demandé à la Direction générale de l'alimentation, un travail engagé de négociation avec les professionnels qui sera publié début 2016 pour améliorer les choses. Madame Blandin, pour 10 secondes. Les écologistes dans la loi avaient déposé un amendement qui disait garantir le bien-être animal. Vous avez préféré veiller. Nous venons de vous montrer que veiller n'est pas suffisant. La parole est maintenant à notre collègue Madame Evelyne Didier pour le groupe communiste républicain citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cette question posée par mon collègue et ami Paul Vergès porte sur le projet très controversé de la création d'une route de 12 km au-dessus de la mer à La Réunion.
Le coût initial de ce projet est de 1,6 milliard d'euros, soit 133 milliards d'euros par kilomètre. Ce projet accumule les anomalies. En premier lieu, malgré des demandes répétées, il n'a jamais fait l'objet d'une mission d'expertise économique et financière. Le gouvernement peut-il confirmer que les financements sont assurés pour la part qui le concerne? En second lieu, sur le plan environnemental, le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable sur l'ouvrage. Malgré cela, un arrêté de votre ministère en date du 19 décembre 2013 autorise le Conseil régional de la Réunion à déroger aux interdictions de destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos de nombreuses espèces marines, faune et flore. Par ailleurs, on ne tient pas compte des récentes évaluations concernant la question de l'élévation du niveau de la mer dans le futur. En troisième lieu, pour la réalisation de cette route, 18 millions de tonnes de roches sont nécessaires. L'approvisionnement, aujourd'hui, n'est pas résolu. En outre, une enquête sur l'attribution des marchés publics est actuellement en cours, menée par le parquet national financier. La question est celle-ci. Le gouvernement est-il prêt à lancer enfin et d'urgence les expertises nécessaires, c'est-à-dire une MEF, pour que nous soyons pleinement informés et que tous les décideurs puissent mesurer les enjeux en toute connaissance de cause? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Alain Vidalies, secrétaire d'État en charge des transports. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, effectivement, il s'agit d'un dossier extrêmement important, d'un montant de 1,6 milliard d'euros. Et ce projet est indispensable pour la raison suivante, c'est que la situation actuelle, c'est une route dite de la Falaise, qui est une route qui supporte 50 000 véhicules jour et qui est soumise à des effondrements, 10 000 tonnes par an, et donc il y a un vrai risque, y compris d'effondrement dans la falaise. C'est l'objectif de la nouvelle route, dite la route du littoral, qui est un projet très important qui pose un certain nombre de difficultés. Sur le plan financier, je voudrais rappeler que ce n'est pas une maîtrise d'ouvrage d'État, c'est la région Réunion qui assure la maîtrise d'ouvrage et l'État est uniquement financeur et je confirme effectivement que l'État respecte le protocole qui avait été signé au moment en 2010 notamment. Concernant la situation d'aujourd'hui, il y a une difficulté. Il y a une difficulté que vous avez signalée et qui pour nous est problématique, c'est la nécessité dont nous avons été informés à la fin du mois d'août d'importer de Madagascar 200 000 tonnes de roches pour pouvoir poursuivre les travaux. Alors certains nous disent mais ça n'était pas prévu au départ, il faut arrêter. La vraie difficulté, c'est que les expertises que nous avons fait faire montrent que si nous ne faisons pas ces travaux d'enrochement sur le projet actuel, alors à ce moment-là, il y a un vrai risque avant, si nous ne les faisons pas avant la période des cyclones, il y a un vrai risque d'un effondrement et à ce moment-là d'une pollution massive, notamment de l'océan. Et donc la décision qui a été prise par la ministre, alertée par le préfet, ça a été effectivement de donner des prescriptions extrêmement précises pour amener ces 200 000 tonnes de roches. S'agissant des procédures, nous avons toujours la même réponse. Ça n'est que des enquêtes préliminaires, mais nous sommes évidemment très attentifs sur le plan environnemental et sur le plan financier à ce qui se déroule aujourd'hui. Madame Didier. Oui, Monsieur le Ministre, il n'en reste pas moins que c'est un projet un peu pharaonique et qu'on pourrait revoir la question. Je rappelle que Paul Vergès avait proposé la création d'un tram-train, c'est-à-dire d'autres solutions sans doute moins coûteuses. Il y avait effectivement dans le protocole des engagements à la fois financiers et écologiques. Je n'ai pas l'impression qu'en termes écologiques et de développement durable, nous soyons sur un projet très performant de ce point de vue. Et c'est pourquoi nous continuons à dire que ce projet n'est pas forcément la bonne solution. Merci. La parole est à notre collègue Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes maximum, réplique comprise. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement vient d'alléger la charge fiscale pour 9 millions de ménages et s'apprête à le faire pour 3 autres millions dans le projet de loi de finances 2016. Ce qui est juste, ce qui est apprécié notamment par les foyers modestes. Le gouvernement précédent avait, lui, fait le choix budgétaire et social de la suppression de la demi-part fiscale pour les personnes veuves ayant élevé au moins un enfant. Or, la mesure prise par Nicolas Sarkozy pèse très lourd dans la vie quotidienne des personnes concernées. En effet, très concrètement, en augmentant simplement son revenu fiscal de référence
Le risque est de passer le palier supérieur et de payer beaucoup plus d'impôts, tels les taxes d'habitation et la taxe foncière. Cette personne veuve de 82 ans que j'ai rencontrée paiera désormais 1 200 € de taxes d'habitation et foncière, ce qui représente pour elle un mois de pension alors qu'elle ne payait rien précédemment. Je sais que beaucoup de membres de notre Assemblée ont dû avoir connaissance de telles situations difficiles, délicates, souvent douloureuses. Ces aînés modestes ne sont pas coupables des errements financiers du passé. Aussi ne doivent-ils pas supporter la trop lourde responsabilité des temps présents. Monsieur le Premier ministre, je sais que malheureusement tout ne peut être fait, compte tenu de l'État en faillite que nous avons trouvé, comme le soulignait François Fillon. Néanmoins, je souhaite que le gouvernement s'engage à ce qu'à l'avenir, et à minima, la suppression de la demi-part des personnes veuves soit sans incidence sur la contribution fiscale locale. La gauche et le gouvernement, soucieux de justice sociale, se doivent de réparer ce dommage légué parmi tant d'autres dans la période Sarkozy. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vaugrenard. Oui, vous avez raison, le cas que vous mentionnez est un cas qui se connaît dans un certain nombre de nos permanences et il est très douloureux. Il est le résultat, messieurs les sénateurs, d'un certain nombre de décisions que vous avez prises vous-même lorsque vous étiez majoritaire. Et l'action de cette majorité aujourd'hui, c'est de réparer. Le projet de loi de finances, évidemment, aborde directement un certain nombre de questions touchant notamment les personnes âgées les plus modestes. Vous le savez, nous avons modifié la taxation sur à la fois le diesel et l'essence, et ceci permettra d'avoir une recette supplémentaire de plus de 240 millions d'euros que nous voulons mettre à partir de 2016 à la disposition des retraités les plus modestes. Et donc, nous allons agir comme le Président de la République et le Premier ministre se sont engagés en ce sens. Il y aura plus de 100 000 personnes supplémentaires qui n'auront plus à payer la taxe d'habitation pour un avantage moyen, vous l'avez énoncé, de 660 € par foyer. Il s'agit de contribuables âgés de plus de 60 ans, veufs et veuves, en situation d'invalidité, de handicap ou dont les revenus sont peu élevés. C'est un allègement global de 100 millions d'euros et j'espère qu'il sera voté sur tous les bancs. Le gouvernement donc souhaite, à la suite, dans ce débat sur la première partie de loi de finances, que nous soyons capables de revaloriser ces seuils de revenus également au-dessus de 2%, ce qui permettra d'exonérer à nouveau d'autres contribuables qui ont été taxés. Voilà, monsieur le sénateur, un certain nombre de dispositions précises, concrètes, qui font qu'au-delà des chiffres que vous avez rappelés, c'est-à-dire que plus de 2 tiers des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu verront leurs impôts baisser cette année, les retraités seront particulièrement visés par cette politique d'aide et de soutien. La parole est à notre collègue Valérie Létard pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, pour 2 minutes maximum. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, qui malheureusement ne peut pas répondre à ma question. En tout cas, j'espère avoir une réponse. Après l'annonce le 29 avril de la suppression de 550 emplois en France, hors aciérie, le groupe Vallourec, leader mondial des tubes acier, qui compte 5000 salariés dans notre pays, vient d'engager 3 plans de sauvegarde de l'emploi pour ses usines du Nord, de la Côte d'Or et de la Seine-Maritime. Il prévoit la suppression de 319 emplois dans ces 2 sites du nord de la France. Parallèlement, Vallourec recherche toujours un actionnaire majoritaire pour son aciérie de Saint-Saulve afin d'essayer de la sauver, ainsi que ses 360 emplois. Certes, la concertation animée par le préfet de région témoigne de l'esprit de responsabilité des dirigeants de Vallourec, des services de l'État, des élus locaux, mais surtout des partenaires sociaux. Mais face à la dégradation des marchés du pétrole et à la concurrence asiatique, l'inquiétude grandit chez les salariés sur le risque de fermeture de certains de ces sites de production et de transformation d'acier.
Je partage cette inquiétude avec nombre de mes collègues élus, que vous avez d'ailleurs vous-même constaté, puisque M. Macron a eu l'occasion de visiter ce site. Vous aviez pris l'engagement, avec le gouvernement, qu'il n'y aurait aucune fermeture de site et aucun licenciement dans ce pôle d'excellence industrielle. Mais aujourd'hui, nous attendons toujours des réponses à nos questions. Quelles mesures concrètes le gouvernement va-t-il prendre pour tenir les engagements pris et aider à assurer la pérennité du groupe en France? Quel rôle l'État entend-il jouer dans le futur actionnariat de l'acierie de Saint-Saulve en sa qualité d'actionnaire du groupe Vallourec? Répondre à ces questions, Monsieur le Ministre, constitue une occasion unique pour l'État d'inscrire le soutien à Vallourec et à ses salariés dans une véritable stratégie visant à maintenir en France une capacité de production et de transformation de l'acier compétitive et durable. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Valérie Létard, d'abord, permettez-moi d'excuser l'absence d'Emmanuel Macron qui est avec le Président de la République cet après-midi. Deuxièmement, évidemment, nous partageons complètement l'analyse et l'engagement qui est le vôtre. Et vous le savez, dès l'annonce par Vallourec de son projet de restructuration, en raison notamment du contexte international que vous avez rappelé, Emmanuel Macron a rappelé l'attachement de l'État à la préservation des capacités industrielles de Vallourec, son souhait que cette restructuration soit menée sans fermeture de site et sans départ contraint. Donc, dès le 6 mai, le ministre a reçu les élus du Nord pour leur rappeler toute l'attention qui était la sienne et celle de l'État au sujet de cette restructuration. Il s'est rendu aussi sur le site de Vallourec de votre département fin juin. Comme il s'y était engagé, ses équipes, l'agence de prospection internationale Business France, travaillent avec Vallourec pour offrir des perspectives industrielles à l'acierie de Saint-Saulve, outil qui a bénéficié d'investissements massifs ces dernières années, qui représente donc une capacité industrielle à haut potentiel. Donc des contacts ont été pris au plan international, notamment pour retrouver des capacités, pour trouver une solution qui soit ambitieuse. Nous ne voulons pas que le partenaire recherché soit simplement un financier, mais qu'il ait des véritables compétences et un véritable engagement industriel. Par ailleurs, le ministre s'est engagé aussi à un groupe de travail avec les élus, les représentants de l'État, sous la présidence du préfet de région, vous l'avez rappelé. La réunion de ce groupe de travail s'est tenue hier. Il ressort de cela une discussion notée par les organisations syndicales, une discussion franche et constructive. Le gouvernement donc est complètement engagé dans ce débat, dans cet redressement, et vous l'avez compris, il accompagnera aussi en termes d'emploi tout ce qui devra être fait, notamment pour l'installation d'une structure de services partagée dans le Valenciennois avec l'entreprise Vallourec. Merci. Monsieur le ministre. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains, pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, ce 18 octobre, la chancelière allemande était à Istanbul. Elle a rencontré le président Erdogan qui a fait monter les enchères puisqu'elle lui a mis en quelque sorte un marché en main. Oui, la Turquie accepte de coopérer sur la question des réfugiés, mais en contrepartie, la Turquie exige une accélération dans le processus de négociation qui devrait aboutir à l'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Madame Angela Merkel a répondu qu'elle accepterait de plaider favorablement pour l'ouverture de nouveaux chapitres sur la politique économique et monétaire, sur les chapitres notamment relatifs à la sécurité, à la liberté, comme s'il n'existait pas de question dans ce pays vis-à-vis de ces sujets. Et le problème, c'est que nous retrouvons la trace dans la conclusion, le 15 octobre dernier, jeudi dernier, les conclusions du Conseil européen de cette phrase qui était aussi admise et votée par la France. Le processus d'adhésion de la Turquie doit être relancé. Monsieur le Premier ministre, le marchandage de M. Erdogan est inadmissible. Il l'est d'autant plus quand on connaît la terrible ambiguïté d'Ankara vis-à-vis de la lutte du combat contre l'islamisme radical. M. Erdogan est plus préoccupé par la question kurde que par la lutte contre Daesh. Ma question, elle est simple, elle demande, et j'espère que vous y ferez une réponse très claire, le droit
de la France est là. Est-ce que, oui ou non, la France acceptera de dire oui à ces nouvelles exigences en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Retailleau, j'ai répondu il y a un instant à l'Assemblée nationale et à François Fillon, et je le fais bien volontiers aussi ici au Sénat, logiquement, normalement, un président de groupe, sur des sujets qui sont en effet lourds et graves. La Turquie est un partenaire stratégique de la France et de l'Union européenne, pas depuis quelques mois, allié au sein de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN depuis 1952, engagé dans un processus de rapprochement avec l'Union européenne et qui se trouve aujourd'hui, plus que jamais, au carrefour d'enjeux stratégiques majeurs. Elle doit être, même si parfois elle doit clarifier ses objectifs, vous venez de le rappeler, elle est un allié pour parvenir à une solution politique en Syrie. On ne peut pas vouloir faire en sorte que les grandes puissances, Russie, États-Unis, les pays importants dans la région, voisins de la Syrie, Iran, Turquie, les pays du Golfe, participent d'une solution et ne pas chercher une solution avec la Turquie, même si nous n'ignorons rien d'un certain nombre d'objectifs. La Turquie est soumise à d'importantes pressions. Je pense bien sûr à la pression des réfugiés, plus de 2 millions de Syriens qui se trouvent aujourd'hui en Turquie. Et si nous n'aidons pas la Turquie, si nous n'aidons pas par ailleurs le Liban et la Jordanie, ce défi sera encore plus difficile à maîtriser et à traiter en Europe. Donc l'intérêt de l'Union européenne, l'intérêt de la France, c'est de bâtir des solutions avec la Turquie. Et puis la Turquie est aussi la cible d'attentats. Et celui d'Ankara en est malheureusement une terrible démonstration. Le contexte politique de la Turquie est sensible à l'approche des élections législatives qui ont lieu le 1er novembre, même si aucun d'entre nous ne méconnaît le contexte, les débats qui ont cours au sein de la société turque. Mais notre intérêt est de poursuivre le dialogue engagé depuis plusieurs années maintenant et de soutenir dans l'effort incontestable que la Turquie fournit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, pour l'accueil des réfugiés syriens. C'est pourquoi le Conseil européen du 15 octobre a décidé de la mise en place d'un plan d'action entre l'Union européenne et la Turquie afin de renforcer notre coopération pour garantir des conditions de vie dignes et humaines aux réfugiés qui sont accueillis sur le sol turc, de lutter contre les réseaux de passeurs vers l'Europe, vers la Grèce notamment, et de renforcer bien sûr le contrôle de nos frontières extérieures. Et l'Union européenne, parallèlement, c'est la décision qui a été prise, apportera également un soutien financier accru à la Turquie, avec à la fois de l'aide humanitaire et des fonds qui doivent permettre d'appuyer l'hébergement, l'insertion, la formation des réfugiés. Cet engagement de l'Europe est indispensable et il ne modifie pas en même temps notre position vis-à-vis de la Turquie pour avancer sur des dossiers comme ceux de la libéralisation des visas ou le processus de négociation d'adhésion. En tant que pays candidat, la Turquie est engagée dans une négociation selon des règles qu'elle a elle-même acceptées et qui ne peuvent pas être modifiées. Nous souhaitons, c'est la position de la France, que ces négociations avancent dans les domaines sur lesquels la Turquie est prête. Et je l'ai déjà rappelé tout à l'heure à François Fillon, comme vous le savez, 14 chapitres sur 35 ont été ouverts, un a été fermé. Un seul chapitre a d'ailleurs été ouvert depuis 2013, 11 l'ont été pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. La question de l'adhésion turque reste une perspective de très long terme qui, le moment venu, vous le savez, sera tranchée par le peuple français. Faisons donc attention, Monsieur le Président, si vous me permettez cette phrase en conclusion, à deux choses. La première, c'est le respect de ce grand pays qu'est la Turquie, ce qui ne nous empêche pas d'être lucides sur ce qui peut s'y passer. Mais soyons attentifs à ce qui se passe aujourd'hui dans la région. Et d'ailleurs, l'une des forces de la France, c'est d'être capable de parler avec tous, aussi bien
avec les Jordaniens. J'étais il y a quelques jours dans ce pays qui a besoin de notre soutien. Nous accueillons le président de l'Iran au mois de novembre. Le président de la République a évoqué évidemment la situation dans cette région avec le président Poutine et nous discutons bien sûr comme d'autres avec la Turquie. C'est la force de la France de n'être alignée sur personne et d'avoir la même parole et la même cohérence avec chacun de ses interlocuteurs. Et le deuxième, et je n'ai pas ressenti ça, je le reconnais dans votre question, en tout cas de manière moins forte que tout à l'heure à l'Assemblée nationale, c'est attention aussi à notre lien, à notre solidarité avec l'Allemagne. Dans ces moments-là, même si nous avons notre position, l'Allemagne a la sienne, l'Allemagne fait face à un défi considérable, qui est celui de l'accueil des réfugiés, et il me paraît, en tout cas, c'est la position du gouvernement français, et je l'exprime, que dans ces moments-là, la solidarité entre la France et l'Allemagne doit jouer à plein, et nous devons ensemble avancer pour l'Union européenne, mais aussi face aux défis considérables qui se posent à l'Union européenne, et sans la solidarité entre la France et l'Allemagne, il ne peut pas y avoir de solution. Monsieur le Président Retailleau, pour 20 secondes. Monsieur le Premier ministre, la solidarité ne signifie pas l'aveuglement, y compris vis-à-vis de notre partenaire principal qu'est l'Allemagne. Le respect signifie aussi la vérité que l'on doit à ce grand peuple, à ce grand pays qu'est la Turquie. Je crois que nous commettons une double faute. Une faute vis-à-vis de nos partenaires turcs en leur laissant miroiter un jour une adhésion. Une faute vis-à-vis du projet européen, tout simplement parce que la Turquie n'est européenne ni dans sa géographie, ni dans son histoire, ni dans sa civilisation. Oui à une coopération renforcée, non à une adhésion future. Très bien, merci. Monsieur le Premier ministre, vous vouliez dire un mot? C'est vraiment mon horloge à moi. Hein. Oui, merci Monsieur le Président, mais cette constitution de la Ve République est formidable. Et elle permet de répondre au Président. Un mot seulement, un mot. Nous, alignement sur l'Allemagne, jamais. Solidarité, totalement, sur tous les sujets. Défense, diplomatique, mais aussi économique. C'est souvent dans vos bancs qu'on nous a rappelé l'exemple allemand. Nous ne sommes alignés sur personne. Et sur la Turquie, sans rien méconnaître, sans aucun aveuglement, avec la plus grande lucidité, mais c'est vrai avec tous les pays de la région, attention aux mots que nous prononçons. Civilisation, attention aux mots que nous prononçons. Ça n'est pas un combat que nous pouvons engager de civilisation. Il y a un combat qui est celui des civilisations, et je l'ai déjà dit, contre le terrorisme et la barbarie. Mais avec la Turquie, comme avec d'autres pays, nous devons être capables, sur nos valeurs et sur des valeurs qui sont universelles, de bâtir des partenariats. Car sinon, Monsieur Retailleau, attention à la confrontation. Nous ne pouvons pas accepter cette confrontation. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Bigot, pour le groupe socialiste et républicain. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question, je la destinais à Madame la ministre de la Justice, Madame la garde des Sceaux, pour vous parler aussi de solidarité entre les justiciables et la manière dont les moins favorisés d'entre nous peuvent accéder à la justice. Dans des périodes de difficultés budgétaires et d'accroissement des recours à la justice judiciaire, mais aussi administrative, vous avez eu le courage de vous attaquer à la réforme de l'accès au droit et de l'accès à la justice, qui est de plus en plus complexe. Nous aurons l'occasion, lors de l'examen de la loi sur la justice du XXIe siècle et du projet de loi finances, d'aborder la question de l'aide juridictionnelle. Mais aujourd'hui, des avocats sont en grève. Je pense que le mouvement des avocats, et je rejoins ce qu'a dit notre collègue Mézard, a une double motivation. Une motivation d'abord, celle des organes dirigeants de la profession, qui sont inquiets, car ils craignent l'accroissement des prélèvements sur les fonds CARPA, ces fonds qui sont gérés par des caisses autonomes dans lesquelles transitent les encaissements effectués près des clients. Les intérêts diminuent, les charges augmentent et la profession pense qu'elle risque d'être appauvrie si on prélève par trop sur ces fonds et qu'on ne lui permet pas d'assumer les missions convenues par le décret 91. Mais par ailleurs, la mobilisation des avocats, c'est aussi celle des avocats, et qui ne sont pas les plus nombreux, qui pratiquent les missions de l'aide juridictionnelle au quotidien. Selon le rapport sénatorial que M. Mézard citait tout à l'heure, seuls 400 avocats sur 45 000 assurent la majorité des missions de l'aide juridictionnelle. Et ces avocats sont effectivement en difficulté parce que
les rétributions ne sont pas à la hauteur. Eux sont inquiets et ils se demandent parfois si la solidarité, qui devrait être une solidarité de la nation, n'est pas une solidarité que portée par une profession. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je vous demande de bien vouloir nous rassurer sur l'engagement financier de l'État, dont je sais qu'il est au rendez-vous, sur vos intentions et la traduction dans leurs réformes. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Bigot, concernant l'aide juridictionnelle, que les choses soient claires, Monsieur le sénateur, nous avons voulu réformer. Évidemment, il y avait la stratégie de ne rien faire, c'est la facilité, de ne même pas augmenter le budget de l'aide juridictionnelle et même d'instaurer une taxe de 35 € qui entrave l'accès aux juges et à la justice. Et après moi, le déluge, de sorte que les manifestations bruyantes de solidarité aujourd'hui ont quelque chose de désopilant. Nous avons choisi de relever ce défi. Et qu'est-ce que nous en fait? Nous relevons le plafond de ressources. Nous le relevons à 1 000 €, ce qui permet à 100 000 personnes supplémentaires d'accéder à l'aide juridictionnelle à 100%. Nous relevons le montant de l'unité de valeur. Et nous permettons par ajustement que cette unité de valeur qui passe de 22 à 24% et qui n'avait pas bougé depuis 2007 monte à 26, 27, 30% selon les situations des territoires. Sur l'engagement de l'État, Monsieur le sénateur, le budget de l'aide juridictionnelle était de 275 millions € en 2010. Nous l'avons augmenté tous les ans. Il a été de 345 millions € en 2014, 375 millions € en 2015. Il sera de 405 millions € en 2016. Nous avons voulu faire cette réforme en discutant dans le respect avec les représentants des avocats. Et nous discutons avec eux depuis 3 ans. Et ce sont eux qui ont fait la proposition pour qu'il n'y ait pas de contribution directe de la part des avocats. Pourquoi? Parce que la réalité, vous l'avez dit, 16% des avocats assure 84% de l'aide juridictionnelle. C'est un facteur de précarisation de la profession. Donc les relations ne sont pas rompues avec les avocats. Je reçois à nouveau d'ailleurs directement demain les représentants nationaux de la profession et je suis sûr que nous trouverons un chemin pour moderniser l'aide juridictionnelle. Monsieur le Président, Philippe Bas pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour Madame la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Madame la Ministre, nos communes rurales sont désemparées. Je ne parle pas ici du problème de leurs ressources, ni du problème des charges nouvelles qui se sont accumulées ces dernières années, mais je parle du problème de leur regroupement. Elles sont soumises actuellement à un mouvement pressant. Les préfets ont produit leur projet de carte de coopération intercommunale et à leur grande surprise, on voit arriver, alors que le seuil de 15 000 habitants avec des dérogations pour les zones de sous-densité a été arrêté par la loi, elle voit arriver des cartes qui prévoient des regroupements de 75 000, 100 000, 200 000 habitants, bien au-delà des limites naturelles des bassins de vie. Dans le même temps, elles savent qu'elles ont cet instrument nouveau qui est celui de la commune nouvelle qui a été proposé par les réflexions de l'Assemblée des maires de France, de l'Association des maires de France. Madame, il faut desserrer les calendriers. Il faut permettre de coordonner le calendrier de création des nouvelles intercommunalités avec celui des communes nouvelles. Il faut que nous puissions créer des communes nouvelles l'année prochaine avec les mêmes avantages que cette année. Et il faut que les nouveaux regroupements intercommunaux se voient donner un peu plus de temps. À ce moment-là, le processus pourra se poursuivre dans des conditions normales. Sinon, il entraînera de grandes difficultés. Je vous demande instamment de prévoir le desserrement de ces calendriers et leur coordination. Pour vous répondre, la parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation de la Fonction publique, pour 2 minutes maximum. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Philippe Bas, effectivement, 2 choses dans votre question. Sur les cartes, d'abord, et très rapidement, parce que je n'ai que 2 minutes, nous avons demandé au préfet de présenter des cartes de façon la plus ambitieuse possible pour qu'il y ait une discussion. Pour qu'il y ait une discussion, ensuite les bornes ont été fixées par la loi.
et donc 15 000 ou 5 000 habitants. Donc les bornes sont fixées par la loi. Après, les CDCI feront leur travail. Donc ce n'est pas le sujet communes nouvelles. Les communes nouvelles se créent dans deux types de conditions. Soit effectivement de temps en temps pour s'opposer à une intercommunalité, mais elles sont assez peu nombreuses, soit parce que les communes sont petites et que la demande de services est importante. Et la loi qui avait été présentée par M. Pélissard, alors maintenant ancien président des maires de France, et Mme Christine Pires-Beaune, le permet. Ensuite, le délai. Le délai concerne bien sûr la création avec le maintien des DGF. Je vous rappelle que le sujet est simple. C'est-à-dire que si on prolonge ce délai, il y aura donc une dépense supplémentaire pendant l'année prochaine sur la dotation de ces communes nouvelles. S'il y a une dépense supplémentaire pour ces communes nouvelles, c'est à l'intérieur d'une enveloppe normée et c'est donc moins pour l'ensemble des autres communes. Mais moi, j'entends parfaitement le débat, parce que c'est le Parlement qui va en discuter au moment du projet de loi de finances. Si effectivement l'ensemble pense qu'il vaut mieux enlever un peu à l'ensemble des communes pour créer des communes nouvelles, moi, si c'est voté par le Parlement, ce sera voté par le Parlement. C'est un vrai débat que nous devrons avoir au moment du projet de loi de finances. Je conclus, Monsieur le Président, avec toutes les cartes, y compris la notion d'enveloppe normée que parfois on oublie. Monsieur le Président Philippe Bas, pour 20 secondes. Madame la ministre, je crains que vous n'ayez pas compris la question. Notre problème, s'il y a de grandes intercommunalités, il faut rétablir de la proximité avec les communes nouvelles, laisser le temps aux maires des communes rurales de créer des communes nouvelles pour pouvoir faire évoluer intelligemment les intercommunalités. Merci. La parole est à notre collègue Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Monsieur Emmanuel Macron. La généralisation du très haut débit sur les territoires fait partie des priorités partagées du gouvernement et des collectivités. Le plan gouvernemental France Très haut débit pour tous a été mis à jour au printemps dernier avec une modification des critères de subvention. Rentrant dans le cadre des aides d'État, ce cahier des charges a fait l'objet d'une transmission pour avis à la Commission européenne. Les collectivités sont aujourd'hui très inquiètes de la position récente de la Commission qui met en cause le dispositif qui lui a été notifié, sans doute, et on peut le regretter, un peu tard. Le point bloquant est le dispositif de montée en débit sur cuivre, alors que le passage à la fibre jusqu'à l'abonné n'est pas remis en cause. Selon la Commission, l'aide apportée pourrait être illégale, étant entendu que les subventions publiques ont pour effet d'améliorer le réseau cuivre, propriété de l'opérateur historique. Il en résulte que les déblocages de fonds du FSN ne sont pas effectués, alors que de nombreuses collectivités ont déjà réalisé les travaux. À ceci vient de s'ajouter la position de la DGFiP, qui ne permet plus le remboursement de la TVA sur ces travaux, renchérissant de 20% leur coût, puisque le dispositif de récupération par le fonds de compensation s'est arrêté au 31 décembre 2014. Aussi, des collectivités, principalement rurales, vont-elles devoir suspendre des travaux pour des questions de trésorerie et de budget, voire de rembourser les subventions perçues, qualifiées d'aides d'État illégales? Dans ces conditions, envisagez-vous un aménagement des règles relatives à la montée en débit sur les réseaux filaires et hertziens, en concertation avec l'ARCEP, les opérateurs, mais aussi les collectivités? Proposerez-vous le retour du FCTVA? Plus globalement, quand espérez-vous l'accord de la Commission sur le plan France Très haut débit et le déblocage des fonds afin que les objectifs affichés deviennent pour notre pays des réalités pour un réel aménagement du territoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je pense qu'à travers votre question, il est important de noter qu'il y a aujourd'hui dans notre pays une politique d'aménagement du territoire qui donne la priorité à l'installation du haut débit. C'est un engagement du Président de la République qui s'est traduit par le plan France Très haut débit pour équiper tous les Français d'ici 2022. La mobilisation d'ailleurs de tous les territoires est désormais réelle. Il réalise un réel travail aux côtés de l'État pour démocratiser le numérique. Monsieur le sénateur,
89 départements se sont dotés d'un plan de redéploiement correspondant à 7 millions de foyers équipés en fibre optique en zone rurale. Ce sont des faits qui montrent d'ailleurs, plutôt que la polémique, l'intérêt de la mobilisation des collectivités territoriales et de l'État. Nous sommes interrogés d'ailleurs sur l'effort qui est fait par la Commission européenne. Vous avez que très peu abordé cette question. Et c'est pourtant un élément très important que d'obtenir l'accord de l'Union européenne pour que nous puissions continuer à aider le développement sur nos territoires de la filière haut débit. Voilà l'action du gouvernement, monsieur le sénateur. Et donc, là encore, je pense que la polémique n'est pas de mise. Il s'agit donc aujourd'hui non pas de remettre en cause auprès de la Commission la pertinence, mais il s'agit effectivement de vérifier que nous le faisons selon les critères qui sont aujourd'hui reconnus. Voilà, monsieur le sénateur, l'action qui est celle du gouvernement. Bien sûr, dans le débat budgétaire, vous pourrez faire un certain nombre de propositions qui, je l'imagine, seront gagées sur les 150 milliards de baisse d'impôts que votre formation politique propose aux Français. Voilà. Merci. La parole est à notre collègue Yannick Botrel. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Dans son rapport annuel consacré aux finances publiques locales et publié il y a quelques jours, la Cour des comptes rappelle l'enjeu que représente l'action publique territoriale. C'est souvent grâce aux collectivités et aux syndicats qui en sont issus que beaucoup d'investissements sont portés et que l'on prépare l'avenir de nos territoires. Dans ce contexte, je veux aborder les conséquences de l'adoption de l'article 42 de la loi NOTRe. Ce dernier dispose que les fonctions de délégués sont exercées à titre bénévole dans les syndicats de communes et dans les syndicats mixtes. Cette disposition fait aujourd'hui l'objet d'interrogations et amène deux questions. Il est établi concernant les modifications des conditions d'exercice des mandats électifs que l'on ne change pas les règles durant la partie. En ce sens, l'article 42 ne précisant pas effectivement de date d'application, je souhaiterais connaître la position du gouvernement parmi les trois options qui logiquement existent, à savoir une application immédiate qui est de droit, une application en 2020 après les prochaines municipales ou du fait de la loi NOTRe, dès 2017 avec l'application des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Deuxième question juridique, quelle est précisément la portée de cette disposition? Car il semble y avoir des divergences d'interprétation à cet égard. S'agit-il uniquement d'interdire les indemnités de fonction d'une part ou, par ailleurs, les remboursements pour des frais engagés dans le cadre des fonctions de délégué? De plus, les indemnités perçues au titre des responsabilités exécutives sont-elles également concernées? La formulation adoptée ne permet pas à ce stade de lever toutes les incertitudes et l'analyse du gouvernement permettrait des éclaircissements très attendus. La question de l'indemnisation des élus locaux est un sujet important partout et notamment dans les territoires ruraux qui ont aujourd'hui un besoin fort d'élus de proximité confortés dans leur engagement personnel au service de l'action publique et au plus près de leurs concitoyens. Pour vous répondre, la parole est à Madame Maryse Lebranchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Botrel, c'est une question effectivement importante parce que tout le monde en parle sur les territoires. Je voulais juste dire avant Monsieur Bach, j'avais parfaitement compris ces questions pour la prolongation d'une DGF améliorée des communes nouvelles. J'ai seulement dit que c'était au Parlement d'en décider et de décider si on prélevait sur l'ensemble de l'enveloppe. Donc je voulais quand même préciser que je comprends un peu les questions. Concernant le problème de la question des présidents, nous tenons à l'indemnisation des élus. Avec d'ailleurs la loi, enfin le texte Sueur-Gourault, nous avons réaffirmé un certain nombre de principes dans des indemnités qui soient automatiques, dont on ne discute plus, parce qu'il faut y tenir. On a effectivement droit à des élus de qualité et le bénévolat a ses grandes limites, je l'avais déjà dit. Il y a eu un rappel simplement dans un article de la loi NOTRe du fait que les délégués sont bénévoles, bien évidemment, mais les présidents ont une indemnité. Et en fait, nous nous étions engagés auprès du président de l'Archer à ce qu'il n'y ait aucun amendement du gouvernement après la commission mixte paritaire. Et je le dis comme je le pense, entre les deux lectures de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a eu une erreur parce qu'on a enlevé la date d'application du sujet. Le sujet, c'est quoi ?
à l'intérieur des EPCI, des établissements publics intercommunaux, si les anciens syndicats peuvent être portés par les EPCI, tant mieux. Si on choisit la convention de service, si on choisit d'autres formes de prestations, il y a effectivement plusieurs façons de gérer des petits syndicats infracommunaux qui deviendraient par exemple gérés par des conventions qui sont par exemple la cantine, le collège, un gymnase, que sais-je encore. Voilà ce que nous avons proposé. Mais comme c'est une erreur et que je le confirme, dans le projet de loi de finances rectificative, le gouvernement va déposer un amendement qui permettra de régler cela jusqu'au moins le 1er janvier 2017. Et je termine parce que ce sera rétroactif dans la mesure où l'ensemble des... parce que c'est le PLFR et l'ensemble des circulaires et instructions ont été faites aux ordonnateurs comme aux préfets. La parole est maintenant à notre collègue David Rachline. Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole pour 2 minutes maximum. Oui, Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. La révolte gronde, Madame la ministre, contre votre politique pénale et la manifestation de policiers devant votre ministère, où la grogne des avocats n'en sont que la partie visible. On évoque un divorce police-justice, craignez que ce ne soit un divorce beaucoup plus grave, peuple-justice. Alors que les affaires retentissantes et scandaleuses mettant en cause des récidivistes se multiplient, alors que des malfaiteurs dont les peines n'ont pas été purgées retrouvent la liberté au point de blesser grièvement un policier ou au point de violer une jeune femme, pour ne reprendre que les 2 dernières affaires les plus spectaculaires, votre responsabilité est plus que jamais mise en avant. Votre responsabilité, c'est d'avoir, depuis que vous êtes en poste, donné un très fort sentiment d'impunité aux voyous de toutes sortes. Vous avez renforcé les pouvoirs des juges d'application des peines et ces derniers sont devenus des super juges qui ont le pouvoir de défaire des condamnations décidées, je le rappelle, au nom du peuple français. J'ose le dire, en cas de récidive d'une personne libérée avant que sa condamnation ne soit totalement effectuée, que ce soit via des remises de peine ou des permissions de sortie, la responsabilité du juge qui a décidé de cette libération totale ou partielle doit être engagée. Vos services ont expliqué que 240 détenus ont profité de permissions de sortie pour s'évader. Avez-vous demandé une enquête sur le travail de ces magistrats qui avaient octroyé ces permissions? Ma question, Madame la ministre, est simple. Quand votre politique pénale défendra-t-elle enfin les victimes et non les bourreaux? Quand mettrez-vous fin aux remises de peine pour tous? Quand les parquets se soucieront du bien commun plutôt que d'appliquer votre idéologie libertaire ou d'attaquer sur vos ordres vos adversaires politiques? Bref, quand serez-vous ministre de la Justice et non de l'injustice? Pour vous répondre, la parole est à Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Sénateur, je ne sais pas, vous avez lu que nous avons renforcé les pouvoirs des juges d'application des peines. Je m'attends dans une assistance comme celle-ci de l'exactitude sur les lois. Mais enfin, je dois reconnaître quand même un temps des inexactitudes délibérées, des raccourcis tels qu'ils font florès d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On me dit par ailleurs que votre page Facebook héberge avec grande complaisance des propos qui mériteraient un traitement pénal. Mais cela n'a rien de surprenant, Vous appartenez à une famille politique monomaniaque qui passe son temps à chercher des boucs émissaires et paranoïaque parce que vous voyez des envahisseurs partout. Je vois bien que j'ai un rôle privilégié dans votre entreprise de diffamation et lorsque votre parti est attaqué en délicatesse, en tout cas avec la justice, vous m'accusez de donner des consignes aux juges d'instruction. En fait, vous ignorez la loi du 25 juillet 2013, mais surtout manifestement, c'est sévérité pour tous et impunité pour vous. On prend note de vos réflexes, de votre culture et de vos pratiques et on imagine ce que ça donnerait si vous arriviez au pouvoir, mais nous allons nous battre pour que ce soit absolument impossible. Vous parlez des victimes, Monsieur le Sénateur. Nous avons doublé le budget d'aide aux victimes. Nous avons mis en place un suivi personnalisé, individualisé des victimes. Nous respectons les victimes, nous les accompagnons. Nous avons mis en place une prise en charge pluridisciplinaire. Nous avons créé un réseau national. Nous avons ouvert un budget d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Alors ne venez pas parler ni de laxisme, ni de complaisance vis-à-vis des voyous. Le laxisme, Monsieur le Sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. Le laxisme, c'est de ne pas condamner la violence lorsque des personnes dans vos manifestations ou en marge molestent des journalistes ou attaquent des personnes et les jettent dans la Seine. Pour 20 secondes. Pour 20 secondes.
votre... Monsieur Rachlin. Effectivement, la solidarité des médiocres. Votre réponse pleine de mépris, voire de haine, ne me surprend évidemment pas. Vous n'avez que faire de la France et des Français. Et sachez que, comme nous ne voyons aucune once de changement dans votre politique, les Français n'ont plus qu'à espérer une seule chose, c'est votre départ, Madame le Ministre. Bien, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Les prochaines auront lieu le jeudi 29 à 15 h, retransmises sur France 3, Public Sénat et le site internet. Je vais lever la séance, mais auparavant, je vais vous donner connaissance de l'ordre du jour du mercredi 21 octobre. De 14 h à 18 h. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. On va bien sûr décrypter et analyser les temps forts de cette séance avec mon invitée Valérie Létard, sénatrice UDI-UC du Nord. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avant d'aborder les thèmes qui vous intéressent, on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences avec une première invitée. C'est à vous, Mickaël. Oui, avec Natacha Bouchard, la maire de Calais. Madame la maire, vous avez demandé à ce que l'armée intervienne dans votre ville pour déloger, on va dire, pour surveiller ce qui se passe dans la jungle. Pourquoi demander l'armée aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un seuil de population qui est trop important et surtout qui a été très croissant en un temps minimum. Donc nous sommes passés de 3500 à 6000 et dans cette population, eh bien, nous ne sommes pas capables de nous dire à nous, élus, ou à la population, qui en fait dépend d'un pays qui est en guerre et dans lequel les personnes sont en droit de demander l'urgence humanitaire, qui s'est infiltré pour faire en fait du trafic ou avoir, je dirais, des idées un peu troublées qui pourraient venir perturber l'ordre public. Et nous sommes démunis face aujourd'hui à notre législation, puisque nous ne sommes pas en capacité de pouvoir calculer l'ensemble de ces personnes. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'armée puisse venir contrôler l'ensemble du périmètre de la lande aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Natacha Bouchard. Il nous reste peu de temps d'antenne. On reviendra évidemment sur cette question au débat avec Delphine dans le Sénat 360 très rapidement. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Retour en plateau avec Valérie Létard. Le droit d'asile, un dossier que vous connaissez bien. En 2013, vous aviez fait un rapport pour Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, sur cette question des déboutés du droit d'asile. Aujourd'hui, la Cour des comptes estime que la politique française de l'asile est mal maîtrisée. Didier Migaud s'inquiète du maintien en France des déboutés. Il serait 96% de déboutés, de demandeurs de droit d'asile à rester en France. Est-ce que le gouvernement ferme les yeux sur cette situation, selon vous ? Je crois que le gouvernement aujourd'hui est face à une situation qui devient de plus en plus complexe parce qu'elle s'accélère avec l'histoire récente et les conflits qui existent dans un certain nombre de pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui ne rendent que plus pointue cette question de la prise en charge des demandeurs d'asile dont on sait qu'une partie significative est déboutée, c'est-à-dire ne relève pas du statut de réfugié, ce que rappelait Natacha Bouchard. Et aujourd'hui, c'est vrai que la quasi-totalité d'entre eux, en tout cas une énorme partie, aujourd'hui, des personnes déboutées ne sont pas accompagnées vers le retour. Pourquoi? Parce que lorsqu'on instruit votre demande, jusque-là, on l'instruisait dans un délai beaucoup trop long, que la nouvelle loi sur l'asile propose de réduire. Encore faut-il appliquer cette loi sans donner les moyens humains, répartir ce travail sur l'ensemble des régions de notre territoire national, car aujourd'hui les problèmes sont concentrés dans certaines parties. Donc la nouvelle loi va permettre de sortir de cette situation, selon vous, Valérie Létard? À condition de s'en donner les moyens tout de suite, de délocaliser, de régionaliser une partie des équipes de l'OFPRA, les officiers qui sont chargés d'instruire les demandes d'asile pour aller plus vite dans l'instruction. On sait que des officiers qui vont dans les régions permettent d'accélérer très significativement l'instruction. On sait qu'une personne qui arrive sur le territoire, pour savoir si elle est véritablement réfugiée, c'est-à-dire qu'elle vient d'un pays en conflit ou au contraire en situation irrégulière, plus on instruit vite le dossier,
plus on a de capacité à l'accompagner ensuite vers le retour. Pour ce faire, il ne faut pas, quand ils sont déboutés, ces personnes, d'abord que ça prenne trop de temps et qu'on les renvoie dans la nature, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes débouté, vous ne relevez pas de l'asile, eh bien écoutez, voilà, vous êtes en situation irrégulière, mais on ne vous raccompagne pas. On a proposé dans la loi sur l'asile, on l'a reproposé dans la loi sur l'immigration, de créer ce qu'on appelle des centres dédiés, avec des possibilités d'assignation à résidence des personnes qui sont déboutées, pour éviter justement de les perdre, de perdre leur identité, leur traçabilité, entre guillemets. Ce mot est peut-être mal à propos, mais juste, quand on perd leur trace, leur identité, on ne peut plus identifier de quel ressort ils dépendent. Et ensuite, on se retrouve avec des milliers de personnes qui sont en situation irrégulière, qui occupent des places d'accueil, d'hébergement, qu'on ne peut pas dédier aux véritables réfugiés. Appliquons la loi, raccompagnons vers le retour des personnes qui ne relèvent pas du statut de réfugié, soyons plus fermes avec les déboutés et soyons plus humains avec les véritables réfugiés, sans que ce ne soit au détriment des Français qui souffrent. Car si on fait ce travail-là, à ce moment-là, effectivement, on pourra accueillir des réfugiés sans que ce soit au détriment des Français. Merci Valérie Létard d'avoir été l'invitée de ce Sénat 360. Merci à vous d'avoir suivi cette séance de questions d'actualité. Vous l'avez vu mouvementée avec le départ du groupe socialiste après l'intervention du sénateur frontiste David Racheline. Plus d'informations à 22h dans On va plus loin. Je vous retrouve quant à moi demain à 16h30. Bonne suite des programmes.